Saïd Amouche, d'abord bonjour, Bonjour bienvenue. Dominique. Et je propose de commencer par une brève présentation de ce qu'est Mosaïque RH, qui est l'entreprise que vous avez fondée. Peut-être nous expliquer pourquoi et quelle en est la vocation. Alors, Mosaïque RH, en fait, c'est une entreprise sociale qui est animée en fait par des valeurs d'entrepreneuriat social, qui a été lancée il y a une petite dizaine d'années. Sur une envie de pouvoir un peu faire bouger les lignes sur ces questions en fait d'emploi non pourvu, de chômage de masse dans les quartiers, sur ce concept en fait de la discrimination à l'emploi. C'est un sujet aujourd'hui qui paraît peut-être populaire, mais c'est un sujet dont on parlait peu il y a quelques années. Et donc nous on s'est dit pourquoi ne pas tordre le cou à un fameux paradoxe, puisqu'en France on nous dit, en fonction des statisticiens et experts, qu'il y a chaque année entre 200 000 et 500 000 emplois non pourvus. Puisqu'on nous explique que même en période de crise, il y a plus d'1 million, et là, sur l'étude de besoins et main-d'œuvre de l'année dernière, on a annoncé 1 800 000 postes ouverts, eh bien, il y a des opportunités de recrutement. Et on sait qu'en France, on a un formidable système éducatif. On parle souvent en fait de ce qui ne va pas, des 150 000 candidats qui décrochent, mais on ne parle pas beaucoup de ceux qui sont d'origine sociale modeste, qui font des parcours exemplaires, qui accèdent en fait à l'enseignement supérieur, parfois dans des grandes écoles, en partant en fait avec un background très bas, c'est-à-dire que voilà, on part d'un statut fils d'ouvrier, on devient médecin, avocat. Il y en a encore. Oui, la France fabrique en fait des candidats talentueux. Et cette population-là, en fait, quand elle habite les quartiers populaires, eh bien, c'est une majorité invisible qu'on ne voit pas, dont on ne parle pas beaucoup. Et donc, on s'est dit très simplement, pourquoi ne pas mettre un petit coup de projecteur en faisant la promotion de leurs compétences auprès des recruteurs et donner envie en fait aux recruteurs de recruter différemment en allant chercher ces candidats sur la base en fait de profils de postes ouverts. Et voilà l'origine en fait du projet Mosaïque RH qui a été lancé précisément il y a 9 ans maintenant. Très bien, merci pour cette présentation. Maintenant, pour entrer plus de plein pied dans le sujet de ce matin, qui est celui de la ville, est-ce que vous pensez que les villes, et plus précisément les villes telles qu'elles se dessinent pour demain, les villes plus connectées, qui se veulent plus inclusives, qui sont plus résilientes, est-ce que ces villes-là favorisent la création d'emplois en général et d'emplois pour les gens issus de la diversité en particulier? Alors, moi je pense qu'on a besoin en fait de changer un peu les paradigmes. On a besoin aujourd'hui de se réconcilier avec l'individu, de se réconcilier avec les compétences de l'individu. On a besoin de faire un travail beaucoup plus analytique sur qui sommes-nous, quelle est notre propre cartographie en fait de compétences. Ce sujet en fait il n'est jamais abordé. Quand vous dites nous, vous parlez de qui? La société d'une manière globale, la manière dont on travaille sur cette adéquation entre personnes qualifiées, formées, disponibles et opportunités en fait professionnelles, besoins en fait de l'écosystème. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est trop orienté en fait vers le diplôme. Le diplôme, ça a été en fait une manière de classifier les individus, les hommes, les femmes, pour pouvoir leur permettre de leur trouver leur place dans leur entreprise. C'est un peu schématique. Mais c'est vrai qu'on a classé sur un critère de mérite, sur un critère de motivation, un certain nombre de gens. Et on a oublié en fait de faire appel aux valeurs de chacun, aux valeurs et aux aspirations de chacun. On a oublié de faire appel en fait à la connaissance, à notre propre connaissance de qui on est d'un point de vue RH. Et je pense que si on faisait d'une manière beaucoup plus systématique ce travail en fait d'analyse des compétences intrinsèques de chacun, eh bien on serait plus en mesure d'avoir une cartographie en fait de compétences à l'instant T pour pouvoir reconstruire des territoires qui sont aujourd'hui en cours de développement. Ça veut dire clairement quoi? Ça veut dire que si demain on sait qu'on a des territoires tels que la plaine commune
tel que sur la Seine-Saint-Denis, on a un territoire à potentiel qui est autour du Stade de France. Eh bien, si on était capable de dire, voilà, on va avoir un certain nombre d'entreprises qui vont s'installer. Pourquoi un territoire à potentiel? Parce que beaucoup d'entreprises s'y installent en ce moment. Beaucoup d'entreprises s'y installent et elles se réinstallent avec les mêmes modèles. C'est-à-dire qu'on va utiliser les mêmes formats pour pouvoir recruter, pour pouvoir construire en fait des organisations, alors qu'on oublie de prendre en compte en fait un facteur clé, c'est la population locale. Et moi je pense qu'aujourd'hui on est dans des raisonnements où on pousse trop en fait cette connaissance des populations via un prisme qui est celui de l'assimilation et l'intégration, et on oublie en fait d'être dans des positions en fait d'inclusion économique. Et voilà, il existe en fait une série d'exercices très simples à faire qui nous permettent en fait de construire en fait des sociétés beaucoup plus équitables, où chacun peut trouver sa place, où chacun peut performer, parce que finalement un salarié heureux, un salarié qui trouve en fait le job qui l'intéresse, peut lui permettre d'être plus productif et mieux réussir dans l'organisation. Et on oublie, on déconnecte trop en fait cette position de bien-être, cette position en fait d'analyse des compétences par rapport à ces organisations qui sont en train de se dessiner. Et ça, c'est une énorme faute. Et vous, est-ce que vous voyez quand même des éléments positifs? Est-ce que vous avez l'impression que ça change, puisque ça fait 9 ans que vous avez fondé Mosaïque RH? Est-ce que vous observez une évolution dans ces attitudes, dans le fait peut-être de commencer à casser ces schémas que vous dénoncez? Alors c'est juste, c'est-à-dire que quand on prend le temps en fait de travailler sur ces sujets-là, de prendre un peu de distance, quand on prend le temps de comprendre ces organisations, eh bien, on est capable de construire des outils qui vont être à la mesure de l'attente en fait, des recruteurs et des directions de ressources humaines. Et ce qu'on a observé, nous, c'est qu'à un moment donné, quand on s'est dit, voilà, il y a des discriminations dans le système, elles peuvent être directes, indirectes, systémiques, donc c'est pas que la faute de l'entreprise ou du candidat, mais c'est plus complexe que ça. Si on est capable de créer des systèmes où on va reconnaître les compétences, eh bien, on va multiplier les mises en relation sur des candidats qui ont 3 fois moins de chances d'accéder à un entretien. C'est ça la statistique de base. Hein. À compétence égale, il y a des populations qui mettent 3 fois plus de temps à accéder à un entretien d'embauche. Elle est là l'injustice qui génère des discriminations. Et donc du coup, quand on prend le temps de faire ça, eh bien nous on a observé qu'en partant de rien, puisque nous sommes une organisation qui s'est fait d'elle-même, eh bien c'est plus de 3500 candidats qui ont signé un contrat, et c'est plus de 150 entreprises qui ont été accompagnées et qui reviennent en fait, d'année en année, avec donc il y a un intérêt demandes. des entreprises quand même pour cette ouverture à la diversité. Pardon? Je dis un intérêt des entreprises. Absolument. Il n'y a pas de refus total. Enfin, peut-être que leur première réaction, leur première a priori vis-à-vis de candidats directs issus de la diversité n'est pas celle que vous souhaiteriez, mais quand ça passe par votre intermédiaire, il y a quand même des entreprises qui travaillent avec vous de manière régulière. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une volonté de ces entreprises de s'ouvrir à ces profils. Tout à fait. On voit bien qu'à un moment donné, ça répond à des besoins parce qu'on est pragmatique, parce qu'on a des résultats, parce qu'on est dans une culture de résultats, et ça fonctionne. Et vous n'avez pas vraiment répondu à ma question sur est-ce que la ville favorise et est-ce que les villes telles qu'on les imagine pour demain, est-ce que vous pensez que c'est créateur d'emplois et notamment d'emplois pour ces personnes-là? Est-ce qu'elles ont un rapport à la ville, à leur ville, une forme peut-être d'inventivité, les gens qui ont dû se battre pour plus que d'autres peut-être pour parvenir à faire un certain type d'études, est-ce qu'ils sont du coup plus impliqués dans leur ville et dans le fait de rendre la ville inclusive, résiliente, etc.? Alors, moi je pense qu'effectivement, il y a une série d'opportunités qui s'installent à chaque fois, mais qu'on rate les rendez-vous. Il y a des rendez-vous qui sont ratés. C'est-à-dire que quand on a la chance d'avoir des territoires avec un potentiel à l'entrepreneuriat, comment on capte ce potentiel-là et comment on amène ces entrepreneurs à connecter, à faire du business, à rentrer en contact avec des décideurs majeurs économiques. Et ça, c'est compliqué à faire. C'est compliqué parce qu'encore une fois, on manque de temps, on manque de savoir-faire, on a peur de se faire confiance, on veut aller vite et on passe à côté de leviers de transformation de la société locale. Et ça, c'est compliqué. Et donc, je pense qu'effectivement, il y a un gisement d'opportunités qu'il faut savoir le saisir, qu'il faut prendre le temps de l'analyser et qu'à partir de là, on peut faire en sorte que non seulement on rétablit une égalité, une justice, mais en plus de ça, on fabrique en fait de la performance économique, de la productivité, et chacun trouve sa place.
Merci beaucoup, Saïd. Je pense qu'on peut applaudir cette keynote. C'est pas facile de parler tout seul.